Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Perico Légas. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, la France aux États. Vous venez de reconnaître la voix du général de Gaulle lors d'une conférence de presse en 1958. On lui demandait, mais pensez-vous garantir les libertés fondamentales? Et il dit, pourquoi? Je les ai toujours garanties. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Moi, j'ai eu 67 ans, je commence une carrière d'animateur et je m'en porte bien. Mais vous aurez comme ça tous les jours une petite phrase d'un président de la République française qui est resté dans l'histoire. Ils en ont tous prononcé des vertes et des pas mûres. Maude Koffler vient d'arriver dans ce studio pour prendre son poste. Elle est là fidèle à son poste. Julien Delmas, il est fidèle au poste lui aussi. Et Emmanuel Galasso est très fidèle à son poste. Parce qu'Emmanuel Galasso, vous allez l'appeler souvent aujourd'hui au 0826 300 300. Parce que pour le parlons vrai, on a besoin de vous. Vous qui nous écoutez, qui nous entendez, on a besoin de vos avis, on a besoin de vos opinions, on a besoin que vous interveniez. On vous donne la parole. Nos invités et nous-mêmes sommes à l'écoute. C'est nous qui sommes à l'écoute des auditeurs et des auditrices de Sud Radio. Et puis l'excellent Elvin qui s'assure que tout ce qui va être dit ici sera retranscrit en bonne et due forme sur le site de Sud Radio. Vous pouvez consulter de 0h à minuit, toute la journée, 365 jours par an. Moi, je connais des gens qui ne vivent que du site de Sud Radio. Ils n'écoutent rien d'autre, ils vivent là-dedans. Ce sont des gens qui s'en portent bien, ils sont intelligents et ils racontent que des choses pertinentes. Maude, l'Algérie a condamné l'écrivain Kamel Daoud à 3 ans de prison pour un ouvrage Loomis. Il s'est permis de faire allusion à la guerre civile de 91, 3 ans de prison. Donc voilà, on va se poser la question, est-ce que Kamel Daoud va bénéficier du même élan de solidarité, de la même ferveur qu'avait accompagné la condamnation de Boualem Sansal, qui lui était en prison en Algérie? Oui. Ce n'est pas le cas de Kamel Daoud. Et on va en parler avec Arnaud Benedetti, le grand Arnaud Benedetti, directeur de la nouvelle revue politique à midi 10. La flambée des prix des carburants, bien sûr qu'elle embête tout le monde, en particulier les transporteurs qui sont touchés, mais dans les transporteurs, il y a une catégorie professionnelle qui est encore plus confrontée à ces difficultés. Ce sont les chauffeurs de taxi auxquels on pense peu, et pourtant ils sont là, on les voit, les transporteurs, on n'est pas toujours dans le camion, les chauffeurs de taxi, on les voit. Est-ce qu'ils sont eux aussi très menacés par cette hausse des carburants? Quand je discute avec eux, je prends quelquefois le taxi, ils sont quand même, c'est un bénéfice qui vient en moins de leur revenu. Et on aura le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC Taxi, Nordine Daman, et on discutera avec lui de la situation des taxis face à cette hausse de carburant. De 13 à 13h45, c'est un instant important parce que nous allons recevoir un sociologue, quelqu'un qui a fait une étude très poussée sur l'immigration, Nicolas Pouvreau-Monti. Son livre, c'est pas un brûlot, c'est une bombe. Voilà, c'est une vraie étude et enquête démographique et sociologique sur l'immigration. Pourquoi on nous raconte des mensonges? Le livre s'appelle Immigration, mythes et réalités. Le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie que dirige Nicolas Pouvreau-Monti, c'est sa fonction. Et ce qu'il y a dans ce livre doit interpeller évidemment non seulement la classe politique, tous les Françaises et les Français, et si ce qu'il dit s'avère exact, c'est exact. S'il n'y a pas de mesures qui sont prises bientôt pour remédier aux problèmes qui sont soulevés dans ce livre, eh bien, la France et la République s'expose à des jours absolument tragiques. Et puis, il y aura aussi quelques faits divers de l'actualité, ma chère Maude. Un gros fait divers quand même, l'Union Européenne qui accorde un nouveau prêt à l'Ukraine, ça va vous faire réagir. Oui, on va vous descripter le pourquoi et le comment. Et n'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est un sujet dont vous êtes sensible. Et puis les vitraux de Notre-Dame, par exemple. Les nouveaux vitraux qui font jaser. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet de nouveaux vitraux, mais Emmanuel Macron y tient tellement que les travaux ont déjà commencé. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, Maud, vous m'avez fait une tradition parfaite parce qu'on va parler de Notre-Dame, là c'est les vitraux. Et là, j'ai écouté le président de la République hier avec son casque. Il était dans une entreprise et il a parlé de méthode Notre-Dame. La méthode Notre-Dame pour Emmanuel Macron,
eh bien, si on a réussi à cette prouesse de reconstruire la charpente de Notre-Dame en un délai, il avait dit 5 ans, c'est parce que, eh bien, on a procédé à la simplification et l'accélération des procédures. Mais en faisant quoi? En contournant les normes, en évitant les réglementations excessives, en mettant les législations quelquefois entre parenthèses. Et il dit, pour réindustrialiser le pays, pour redonner de l'énergie à l'économie française, pour relancer la production française, il faut appliquer la méthode Notre-Dame, celle que j'ai appliquée, qu'il a inventée avec le général Georges Lain. En gros, quel est l'enjeu du président de la République? C'est de dire, pour assurer la souveraineté économique de la France, nous avons besoin d'une méthode qui contourne un peu la législation, les normes, les codes, les règles, tout ce qui emmerde les Français, tout ce qui empêche les entrepreneurs d'agir et tout ce qui empêche notre économie française de respirer. Mais on a envie de qui se moque Emmanuel Macron. Son cynisme frôle la démence à ce niveau-là. Il est aux commandes du pays depuis 2017, avec près de 7 années de pouvoir absolu, puisqu'il avait une majorité à l'Assemblée nationale. Et voici qu'il nous explique qu'il faut repasser par-dessus les lois et les normes qu'il a lui-même confirmées, qu'il a lui-même validées, qu'il a lui-même consolidées, qu'il a lui-même aggravées. C'est sa France, c'est sa législation, ce sont ses normes. Il a toujours trouvé ça formidable. Ce sont celles de l'Europe qu'il défend corps et âme. Voilà. Et il ne fait rien. Il y avait à un moment donné un ministère de la simplification, c'était Hollande qui avait voulu le faire. Quand il est arrivé, il a dit c'est le nouveau monde, on va se débarrasser de l'ancien monde qui est pesant, qui est entravé justement par des considérations qui empêchent l'économie de tourner, qui empêchent l'entreprise de prendre des initiatives, qui empêchent les entrepreneurs de pouvoir agir librement. Il a eu 7 ans et ça fera 10 l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a fait qu'aggraver. Tous les entrepreneurs peuvent vous dire, tous les gens qui sont en commande vous disent on n'a jamais eu autant de normes, les agriculteurs, les artisans, on n'a jamais eu autant de normes, on n'a jamais été aussi emmerdés par ça. Alors, parler de méthode Notre-Dame, en citant le général Georges Lain, qui a été très courageux, j'ai juste envie de lui dire, monsieur le président de la République, la seule différence entre vous et le général Georges Lain, c'est que le général Georges Lain, lui, il a pas mis le feu à Notre-Dame. Après Boualem Sansal, c'est au tour de l'écrivain Kamel Daoud, grand ami de Boualem Sansal, d'être condamné par l'Algérie à 3 ans de prison ferme pour son livre qui lui a valu le prix Goncourt en 2024. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire aussi peut-être si vous trouvez la France un petit peu trop laxiste vis-à-vis de l'Algérie de temps en temps. Vous pouvez nous le dire en direct à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Après Boualem Sansal, l'écrivain Kamel Daoud a annoncé hier avoir été condamné à 3 ans de prison ferme en Algérie pour son roman Ouris, ce roman qui lui a valu le prix Goncourt 2024 et qui évoque la guerre civile algérienne entre 92 et 2002, qui a fait au moins 200 000 morts selon des chiffres officiels. On en parle avec Arnaud Benedetti, qui avait été l'un des premiers, voire le premier à se lever pour réclamer la libération de Boualem Sansal. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour Arnaud Benedetti, merci d'être en direct à l'antenne de Sud Radio. On vous voit souvent ici, mais là on a besoin de votre témoignage parce que c'est un sujet qui vous touche de près. Vous avez été très impliqué dans l'action de solidarité envers Boualem Sansal, et là on a l'impression qu'on remet le couvert avec Kamel Daoud. Bon, la différence c'est que Kamel Daoud n'est pas en Algérie, il n'est pas en prison, mais il est quand même condamné à 3 ans de prison. Est-ce que il serait justifié que l'indignation de la France, que la ferveur, la solidarité envers Kamel Daoud soit la même que celle qu'on a vue pour Boualem Sansal? Ah oui, tout à fait. Et force est de constater que depuis 24 heures, depuis que Kamel Daoud a annoncé cette condamnation par un tribunal algérien à 3 ans de prison, on a très peu entendu les autorités françaises, à l'exception d'un vague rappel venant de la ministre de la Culture sur la nécessité et l'exigence à respecter la liberté de création, mais sans véritablement s'indigner de la condamnation dont était victime, pour des motifs absolument scélérats, notre ami Kamel Daoud. Je rappelle que en Algérie, la loi sur la concorde civile qui a été votée, vous savez, à la fin de ces 10 années de guerre qui ont ensanglanté l'Algérie, contraint les écrivains, les journalistes, les historiens à ne pas évoquer les événements qui se sont déroulés durant ces 10 années.
Donc, ça dit quelque chose sur la nature de ce régime. Un régime qui refuse de parler de son passé est un régime qui, en l'occurrence, peut garder le récit sur son histoire sans permettre, évidemment, une expression qui soit une expression libre. Mais Arnaud Benedetti, les plaies de cette période tragique, 92, qui a duré entre 8 et 10 ans, avec des atrocités telles que les guerres civiles savent nous en réserver, monstruosité, et c'était traumatisant, surtout que ça venait à la suite du fait que le suffrage universel avait été suspendu. On peut dire pour une juste cause par le régime algérien, sinon c'était le Front islamique du salut qui l'emportait et les démocraties occidentales avaient soutenu le gouvernement algérien dans cette décision. Pour autant, aujourd'hui en Algérie, vous avez des criminels, des salauds qui devraient être en prison, qui sont en liberté. Est-ce que c'est pour ça que le régime algérien ne veut pas qu'on fasse allusion à cette guerre civile, parce qu'elle n'a pas été nettoyée, que les plaies restent ouvertes, et qu'il y a beaucoup de responsables, de deux camps d'ailleurs, qui devraient être en prison et qui sont en liberté? Oui, mais la réalité, si vous voulez, la guerre civile a pris fin sur une espèce de compromis historique non dit, et qui est dénoncé d'ailleurs autant par quelqu'un comme Boualem Sansal, qui l'a particulièrement d'ailleurs bien décrit dans son premier roman, Le Serment des barbares, oui, mais aussi par Kamel Daoud. L'un et l'autre expliquent que ce compromis historique, c'est un compromis entre les héritiers du FLN et les islamistes. D'un côté, les héritiers du FLN qui gardent le pouvoir militaire, qui gardent le pouvoir politique, qui gardent une grande partie du pouvoir économique et notamment de la rente pétrolière, et les islamistes auxquels on a concédé le pouvoir sur la société, sur la culture, sur l'éducation, et in fine, c'est cette espèce d'accord, encore une fois implicite, qui aujourd'hui ne peut être dénoncé. C'est un peu cela qui explique vraisemblablement, si vous voulez, la nature profonde aujourd'hui du régime algérien, qui s'est construit ou qui s'est reconstruit après cette guerre civile de la sorte. Et c'est ce que dénonce bien évidemment un certain nombre d'intellectuels. Et c'est vrai que la tendance dominante maintenant depuis finalement l'accession du président Tebboune à la présidence algérienne est une tendance à la répression qui finalement fait que, par exemple, vous pouvez être emprisonné pour un simple tweet. Ça a été le cas encore, je crois, récemment, d'un jeune dessinateur ou d'un jeune homme qui, pour un tweet, a été condamné il y a quelques jours à 7 ans de prison. Donc, c'est aujourd'hui cette nature même du régime que l'on refuse de voir en France, pour des raisons qui sont multiples et variées, mais on refuse de considérer que le régime algérien est un régime dictatorial. Il est vrai, Arnaud Benedetti, qu'à part Bruno Retailleau, tous les autres dirigeants de ce pays ont toujours fait preuve de prudence, de modération, en utilisant des formules très diplomatiques. Même quand il y avait un mécontentement de la part de l'État français, on faisait attention à ménager l'Algérie, comme si on pouvait encore espérer une forme de réconciliation, de rabibochage, si vous me permettez l'expression. Et donc on apaise et ne pas jeter de l'huile sur le feu, ne pas aborder les sujets qui fâchent. C'est hallucinant face à un régime qui lui est déterminé, qui manifeste tout le temps, en permanence, en rajoutant des couplets agressifs contre la France en son hymne national. Il n'y a aucun signe d'apaisement de la part de l'Algérie, vous en convenez? Ah ben j'en conviens totalement. Vous savez, récemment, Pierre Vermeuren, l'historien Pierre Vermeuren vient de publier aux éditions Taillandais un très très bon ouvrage sur l'histoire de la relation franco-algérienne depuis 1962. Et d'ailleurs une relation qu'il qualifie de pathologique. Et il explique très bien, comme d'ailleurs le fait aussi Xavier Drioncourt, l'ancien ambassadeur, à proportion que la France, si vous voulez, donne le sentiment de vouloir faire preuve de réserve, voire parfois de donner des gages, à proportion, l'État algérien et les hiérarques algériens durcissent leur position, radicalisent leur position. On demande toujours plus à l'État français et à l'ancienne puissance coloniale. On voit bien que finalement cette relation est profondément perverse, et que tout se passe comme si les hiérarques algériens avaient besoin d'alimenter en permanence le vieux ressentiment anti-français pour légitimer leur pouvoir, et parfois même pour légitimer leur cohérence à l'intérieur du pouvoir, parce que comme vous le savez, le pouvoir algérien est un pouvoir qui fait de lutte de clans. Bien sûr. Donc
ces camps ne s'entendent sur rien, mais ils s'entendent sur une chose, en effet, c'est de réitérer en permanence le vieux couplet anti-français. Il faut rappeler que par ailleurs, on est dans un contexte très particulier, parce que le pape a visité sur les traces de Saint-Augustin l'Algérie il y a quelques semaines, que l'on s'attendait du côté français à un geste des Algériens concernant notre compatriote journaliste Christophe Glaise, et force de constater que Christophe Glaise aujourd'hui reste en prison, et que toute la stratégie de soutien à Christophe Glaise a été une stratégie qui s'est littéralement indexée sur la position du Quai d'Orsay, c'est-à-dire silence, réserve, prudence, ne rien faire qui puisse d'une quelconque manière encore plus irriter les autorités algériennes qu'elles le sont vis-à-vis de la France. Le résultat est que maintenant, cela fera bientôt 2 ans, en mai 2026, que Christophe Glaise est l'otage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des autorités algériennes. C'est sûr que s'il sortait dans 3 semaines ou dans un mois, les autorités françaises pourront dire, voyez, on a été obligé d'être prudent et on ne s'est pas indigné contre la condamnation de Kamel Daoud parce que nous étions en train de négocier la libération de Christophe Glaise. Pour l'instant, rien de tout ça n'est sûr, et on n'a pas la moindre indication qui nous permette d'espérer dans ce sens. Nous sommes bien d'accord. Mais à ce stade, si vous voulez, on n'a aucun élément. C'est vrai que on avait entendu des déclarations plus ou moins officieuses de Monseigneur Vesco qui laissait entendre qu'il y aurait peut-être une voie d'élargissement qui pourrait voir le jour. Mais encore une fois, le pape s'est rendu à Alger, il s'est rendu à Annaba, il a eu de nombreux échanges avec le président Tebboune. On aurait pu imaginer qu'à cette occasion, les autorités algériennes fassent un geste, non pas d'ailleurs à l'adresse des Français, mais éventuellement à l'adresse du Vatican ou à l'adresse de l'Italie. Ça n'a pas été le cas. On sait très bien qu'il y a d'autres dossiers qui viennent tendre cette relation franco-algérienne, notamment un dossier qui concerne la tentative d'enlèvement d'un influenceur d'opposition algérien il y a maintenant 2 ans, dans laquelle est impliqué un membre du consulat, d'un des consulats d'Algérie. À ce propos, Arnaud Benedetti, Kamel Daoud et Boualem Sansal sont en danger ou non? Il peut y avoir une opération algérienne en France portant atteinte à leur intégrité? On ose espérer que non. On ose espérer que non, mais on sait très bien que il y a en France, en tout cas, des relais. On suppose, oui, et pas qu'un. Pouvoir algérien qui, au moins sur le plan politique et sur le plan médiatique, n'hésite pas à se faire les véhicules de la doxa de Monsieur Tebboune et de son régime. Il y en a même sur les bancs de l'Assemblée nationale. Alors après qu'il y ait des menaces, si vous voulez, sur l'intégrité physique de Kamel Daoud et de Boualem Sansal, on ne veut pas l'imaginer. On ne veut pas l'imaginer, mais sur des opposants qui sont parfois moins visibles, en tout cas dans la société française, moins sanctuarisés par leur visibilité, mais qui sont des opposants très connus en Algérie, comme celui de cet influenceur Amir DZ, là, il y a eu clairement une tentative d'enlèvement qui visait vraisemblablement à l'élimination de cet opposant. Et aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, quelqu'un comme Christophe Glaise est utilisé comme une monnaie d'échange potentielle pour éventuellement faire sortir cet agent qui est impliqué dans cette tentative d'enlèvement des prisons françaises. Mais la différence fondamentale, quand même, entre la justice française et la justice algérienne, c'est que la justice algérienne, elle, est une justice qui est aux ordres du pouvoir algérien. La justice française est une justice indépendante. Montgolfier. Ouais, pour ajouter un mot à ce que vous disiez sur les représentants du régime algérien en France, on se souvient quand même de Sébastien Delogu, député LFI, qui allait cracher sur la France dans la presse algérienne il y a quelques mois, ou de Rima Hassan à l'Europe, qui elle évoque la Mecque de la liberté lorsqu'elle parle de l'Algérie, et qui a voté contre la libération de Boualem Sansal. Ça aussi, il faudra jamais l'oublier. Moi, j'ai une question à Arnaud Benedetti, mais je pense que vous y avez déjà un petit peu répondu. Mais comment expliquer, comment justifier cette espèce de pudeur de gazelle de la France, quand même, qui n'arrive pas à poser un rapport de force à l'Algérie, mais quel que soit le sujet. On parle de Christophe Glaise, on parle des visas accordés à l'appel à tous les ressortissants algériens. Qu'est-ce qui explique qu'on soit complètement bloqué comme ça ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que la France, historiquement, depuis 1962, a toujours eu du mal à avoir, si vous voulez, une relation qui soit un peu une relation mature. Il faut oublier, l'Algérie n'est plus une colonie, et l'Algérie n'étant plus une colonie, la France n'est plus un colonisateur. Donc, il faudrait peut-être en revenir déjà à ce constat de base. La difficulté, c'est que, si vous voulez, le pouvoir algérien a bâti sa souveraineté sur une sorte de souveraineté du ressentiment vis-à-vis de la France. Et que, d'une certaine manière, il y a plusieurs facteurs qui viennent quelque part inhiber les autorités françaises, et c'est encore plus vrai depuis Emmanuel Macron, qui a commis une faute originelle qui consiste à dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Et c'est que il y a notamment le facteur d'une sorte de mauvaise conscience post-coloniale, avec parfois des dirigeants politiques qui sont arrivés au pouvoir en France, mais qui connaissent assez mal finalement l'histoire de l'Algérie du temps de la France aussi, donc qui ont intériorisé, si vous voulez, une sorte de sentiment de culpabilité. Il y a le fait qu'on a une grosse diaspora franco-algérienne et algérienne en France dans un certain nombre de territoires. Il peut y avoir aussi parfois des accords concernant le renseignement de la lutte contre le terrorisme. Tous ces halos de facteurs peuvent contribuer, si vous voulez, à la tétanie des autorités françaises. Mais rien ne justifie aujourd'hui, en effet, et je suis tout à fait d'accord avec vous, cette tétanie. Mais derrière cette tétanie, il y a aussi, encore une fois, et c'est ce qu'on a découvert, j'allais dire, à la lumière de l'affaire Sansal, des réseaux qui, en France, sont particulièrement bien organisés et qui portent le discours du régime algérien. Enfin, on est aujourd'hui, si vous voulez, dans une situation absolument incroyable. Boualem Sansal, qui a été otage du régime algérien, se retrouve aujourd'hui critiqué par un certain nombre d'intellectuels et par un certain nombre de médias en raison de sa liberté d'expression et en raison de sa liberté de penser. Comme si vous voulez, parfois vous aviez des campagnes de presse qui, en France, se faisaient le relais des campagnes de presse qui avaient été particulièrement détestables contre Boualem Sansal. Ouais. Ça dit quelque chose quand même. Mais ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. La capacité française à avoir une relation qui soit une relation aujourd'hui mature et responsable vis-à-vis d'un régime qui, lui, n'est pas un régime démocratique. Merci Arnaud Benedetti pour cette précision, cet avis. À bientôt. 2 militaires agressés par un autre militaire. Voilà comment se porte notre armée française. Alors je globalise, je généralise. Bien sûr, toute l'armée ne va pas mal. Mais ça correspond quand même à un mal profond dont on parlera dans un instant dans les perles. Parmi les perles, n'hésitez pas à nous appeler et réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'Union européenne s'illustre encore. Elle a validé un énième prêt accordé à l'Ukraine, Perico. Oui, 90 milliards d'euros qui étaient en négociation puisque des 27 États, il faut l'unanimité quand l'Union européenne concède un prêt, un emprunt à un autre pays. Et il fallait l'accord de la Hongrie et le Premier ministre de l'époque, Viktor Orban, s'était formellement opposé à ce prêt de 90 milliards parce qu'il exigeait que l'Ukraine rouvre un oléoduc qui desservait la Hongrie, et comme Monsieur Zelensky considérait que Monsieur Orban était trop proche de Monsieur Poutine, de Vladimir Poutine, eh bien il avait fermé cet oléoduc. Du coup, Orban avait dit, parce qu'on est toujours, la Hongrie veut punir l'Ukraine. Non, elle voulait qu'on rouvre l'oléoduc. Viktor Orban a été battu aux élections, il a été remplacé par Monsieur Petre Magyar, qui lui a dit, si l'oléoduc rouvre, je voterai l'accord des 90 milliards d'emprunts, de prêts à l'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, comme ce n'est plus M. Orban qui est au pouvoir à Budapest, mais M. Magyar, eh bien, l'Ukraine a rouvert l'oléoduc. Donc, Monsieur Magyar, donc la Hongrie, a voté l'accord de cet emprunt, de ce prêt de 90 milliards d'euros, 2 tiers pour l'armement et 1 tiers pour le fonctionnement du pays. Je veux juste signaler que ces 90 milliards d'euros viennent en plus de beaucoup d'argent qui a été prêté à l'Ukraine qui ne pourra jamais le rembourser, surtout que le remboursement de ces 90 milliards est prévu par les fonds que l'on saisira ou que la Russie sera obligée de rembourser pour dommages de guerre.
Vous voyez, donc on peut toujours courir. Donc c'est l'argent du contribuable européen, ce sont des sommes gigantesques que l'on donne à l'Ukraine. Alors je me souviens que le bras droit de monsieur Zelensky a dû s'enfuir, qui était justement un des hommes du système, parce qu'il avait détourné des fonds justement de ces prêts américains et européens. Il a dû s'enfuir. L'Ukraine, on le sait, de tout le temps et avant la guerre, est un des pays les plus corrompus d'Europe. Ça ne retire rien à la juste cause et à l'agression dont ils sont victimes de la part de la Russie. Mais voilà, redonner un chèque de 90 milliards à l'Ukraine aujourd'hui, quand on sait que cette guerre est sans issue et qu'en tout cas l'Ukraine ne pourra pas gagner, même si la Russie est en train de piétiner, on sait très bien que ça ne se passera pas par un triomphe de l'Ukraine et que c'est pas ces 90 milliards qui ne vont faire que prolonger la guerre. Donc on met la poussière sous le tapis et c'est encore une fois de plus le contribuable français, le contribuable européen et à l'intérieur de ces contribuables européens, le contribuable français qui va payer cette facture. On trouve ça un petit peu inadmissible. 2 militaires du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Castres ont été attaqués au couteau par un autre militaire. Oui, c'était dans la caserne donc des parachutistes, le 8e RPIM qui est basé à Castres, rixe entre 3 militaires qui en sont venus aux mains et ensuite on en est venu à l'arme blanche, il y a eu un blessé. Ça révèle quoi ? Ça révèle qu'à l'intérieur des armées, la grande muette dont on est censé penser qu'elle est protégée, et je me souviens souvent des déclarations de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui disait qu'effectivement ils étaient extrêmement vigilants sur l'entrisme et la sélection des militaires qui s'engagent militaires de carrière. Voilà, il y a des gens qui viennent pas forcément pour défendre la France ou pour acquérir les valeurs militaires et partager ce destin de soldats, mais qui viennent pour vivre autre chose. Et là, on a la preuve qu'il y a. Alors, l'enquête établira les raisons, mais on a de quoi douter. Je crois que vous-même, Aude, vous avez une anecdote à nous raconter sur ça. Enchanté. Oui. Non, mais pardon, c'est pas drôle du tout parce que en fait, j'ai même 2 anecdotes. D'abord, c'est pas une anecdote. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image de militaires bérets rouges également, qui se marraient depuis leur véhicule en voyant des policiers se faire emmerder dehors devant la Tour Eiffel. Oui, donc ça déjà, ça révèle quelque chose. Et puis un militaire qui m'avait confié une fois qu'il allait quitter l'armée parce que dans son régiment, il y avait des militaires nouvellement recrutés qui refusaient de chanter la Marseillaise sur la place d'Armes. C'est quand même symboliquement, c'est très fort. Et les gradés ne disaient rien. Voilà, pas de remontrance. C'est qu'on a le droit, en étant militaire français, en représentant la France, de refuser de chanter la Marseillaise, l'hymne national, sous les couleurs, dans l'armée française. Ça fait un petit peu mal et surtout, c'est plutôt inquiétant. Donc on parlait il n'y a pas d'entrisme dans l'armée française. J'ai quelques doutes quand même. On commence à se poser des questions. Donc la grande muette, oui, mais pas pour chanter l'hymne national, la Marseillaise. Donc peut-être au chef d'état-major des armées et aux ceux qui dirigent notre vaillante armée de faire un petit peu le ménage à l'intérieur de cette institution. Parce que si elle-même est, j'allais dire infiltrée de gens qui n'aiment pas la France et que c'est elle qui est censée défendre la France, ça pourra nous poser certainement des problèmes extrêmement douloureux. Gabriel Attache, oui, et ensuite il veut peut-être... Il est attachant, ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle, il les cache plus, en tout cas, ça fait un moment, et je pense que peu de gens ont douté de ses intentions, et pour séduire son potentiel électorat, il a décidé de jouer sur la corde sensible. Laquelle, Maude ? Une corde sensible nommée Séjourné. Dans son livre En homme libre, Gabriel Attal se raconte dans l'intimité sa famille, ses douleurs, ses drames, sa vie amoureuse. L'ancien Premier ministre évoque notamment son histoire d'amour avec le commissaire européen et ex-ministre Stéphane Séjourné, du coup de foudre à la séparation en 2022. C'est devenu la mode de s'épancher sur sa vie sentimentale pour concourir à l'élection présidentielle, comme si les Français en avaient quelque chose à faire. Alors je veux bien qu'il y ait un public pour tout ce qui est putaclic, pardonnez-moi cette vulgarité, du cul et des larmes, mais moi je trouve ça assez indécent. Un programme politique, une candidature, ce n'est pas censé devenir un exutoire pour les cœurs brisés, naturellement, ça n'engage que moi, Perico. Alors forcément, c'est tout aussi désespérant. La meute homophobe s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Gabriel Attal en a pris plein la figure. Vous allez peut-être me trouver mauvais esprit, mais c'est la conséquence directe et inévitable de son épanchement. Ça ne justifie rien, mais ça explique et surtout ça nourrit la stratégie de victimisation dont font preuve tant de candidats et de gens de médias. On en a marre. Parlez-nous de la France, parlez-nous des Français, je sais pas. Arrêtez d'essayer de vous faire passer pour des gens normaux, parce que le destin national est une affaire d'incarnation. Voilà. Alors, tout homme et toute femme politique en France a droit à une vie privée. Au respect de cette vie privée, il n'y a aucun problème. Quand on la met sur le devant de la scène et que ça vient peut-être un argument politique, il faut être extrêmement prudent. On appelle la critique. Oui, alors on se souvient, en plus il y avait une polémique puisque Stéphane Séjourné était ministre des Affaires étrangères et lorsque Gabriel Attal est devenu Premier ministre,
on considérait qu'on ne pouvait pas, alors, vu leur liaison, et c'est là où la vie privée s'immisçait dans la vie publique et la vie politique. Et donc, Stéphane Séjourné avait été donc nommé commissaire européen à la place de Thierry Breton, et de façon à ce qu'il n'y ait pas, on peut dire de conflit d'intérêts ou de conflit de personnalité. Voilà. Donc, il y a bien un moment donné où la vie privée déteint sur la vie publique, et c'est là où il faut être extrêmement prudent à ne pas commettre d'impair. Il y en a qui se sont fait quand même remonter les bretelles un petit peu pour moins que ça. Et en même temps, Perico, la France est sauvée parce que la candidature que nous espérions tous va peut-être se déclarer. Alors, Michel-Édouard Leclerc, qui lui aussi tourne autour du pot sans dire qu'il y va, qu'il y va pas, qu'il est appelé, qu'il y pense, voilà. Et beaucoup de Français pensent que ce serait effectivement la solution, parce que Michel-Édouard Leclerc est une divinité pour certains de nos compatriotes, voilà, la baisse du pouvoir d'achat. Moi, je tiens seulement à dire, monsieur Michel-Édouard Leclerc a totalement le droit de faire acte de candidat à la présidence de la République. Il faudra en plus, à cette occasion, qu'il révèle la totalité de son patrimoine. Il y a toujours eu un mystère. On saura exactement quelle est la richesse, quelle est la fortune de ce monsieur. Mais c'est peut-être pas ça qui le dissuade. Non, je veux dire que Michel-Édouard Leclerc incarne à lui seul la totalité des motifs et des raisons que la France va dans le mur. Il est celui qui, par son enseigne, a instauré une forme de consommation qui impose l'importation de produits pas chers fabriqués à l'étranger, notamment dans le sud-est asiatique, au détriment de notre industrie et de notre activité économique. Quand le président Macron dit la méthode Notre-Dame, eh bien la méthode Leclerc et la méthode de la grande distribution, c'est le contraire de la méthode Notre-Dame, c'est de la consommation du marché en important des produits dont la fabrication est parfois interdite en Europe, en tout cas pas conforme à la loi, et en tout cas des produits qui détruisent des emplois, qui ont détruit notre industrie pendant 50 ans. Voilà, pour satisfaire le consommateur à bas prix, on ruine la France, on ruine l'économie, on détruit des emplois. Alors si c'est le leader, l'ambassadeur, et il a le droit d'exister, il n'y a rien d'illégal dans ce que je viens de dire, mais si monsieur Michel-Édouard Leclerc, qui incarne ce système, qui en est le porteur, qui le vante, qui le loue, même si aujourd'hui il rectifie son discours, doit être la référence pour être président de la République, eh bien je souhaite au peuple français des journées heureuses. Je pense que le peuple français sera plus lucide que ça et saura faire la part des choses assez facilement. Alors, Notre-Dame, j'en parlais tout à l'heure. Voyons, on parle que de Notre-Dame avec l'effet Notre-Dame. Il y a quelque chose d'hallucinant. Il y a des vitraux anciens à Notre-Dame que le président de la République a décidé de remplacer par des œuvres d'art plus modernes. C'est ça, et on les appelle les vitraux de la discorde. Ces vitraux contemporains remplaceront ceux d'origine conçus par Viollet-le-Duc, qui n'avaient pourtant pas été endommagés par l'incendie. Mais leur remplacement avait été ordonné par Emmanuel Macron le 8 décembre 2023 lors d'une visite de chantier et sur la demande de l'archevêque de Paris. Emmanuel Macron souhaite que la marque du 21e siècle soit ainsi portée à Notre-Dame, avait-il dit. Et c'est l'artiste Claire Tabouret qui a été sélectionnée pour créer ces vitraux modernes, au risque de bouleverser l'équilibre artistique voulu par les bâtisseurs, un équilibre vieux de 2 siècles quand même. Une pétition signée par plus de 335 000 personnes conteste ce projet. L'association Cité Monuments va même déposer dans les prochains jours un référé devant le tribunal administratif de Paris. S'il est accepté par le juge, les travaux pourraient être suspendus. Le président de cette association, qui milite également pour la préservation des faïences dans le métro dont je vous avais parlé il y a quelques jours, observe la solitude du président de la République. Il souligne que la décision politique n'est pas soutenue par l'opinion savante ni par l'opinion publique. En attendant, les travaux ont déjà débuté. Mais le fait du prince, quoi. Il décide des vitraux. Ouais, c'est complètement ça. Je me souviens qu'à un moment donné, il était question qu'on mette un plug, c'est ça, à la place de la flèche, un truc comme ça. Non, ça c'était du fake. Mais oui, non, je sais bien, mais pourquoi pas? Si c'est le président de la République, à l'Élysée décide quels vont être les vitraux de Notre-Dame. Non, mais c'est ce besoin de vouloir mettre sa patte partout, quoi. Je suis passé par là, souvenez-vous de moi, je sais pas. On a évité la catastrophe grâce au général Georgelin, et comme il est plus là, on va faire des merdouses. Allez, on va revenir sur l'annonce de Sébastien Lecornu qui souhaite attribuer une aide de 3 millions d'euros aux travailleurs modestes grands rouleurs, mais ça n'inclut pas les VTC et les taxis qui auront peut-être droit à une décision particulière. Oui. Si vous êtes vous-même taxi, que vous nous écoutez en ce moment dans votre voiture, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. On sera dans un instant avec le président de la CFTC Taxi. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Après l'annonce du gouvernement concernant l'aide à 3 millions d'euros aux travailleurs modestes grands rouleurs, une négociation spécifique avec les taxis et VTC doit être menée dans les prochains jours, a indiqué le Premier ministre Sébastien Lecornu. Quelles sont leurs attentes? On en parle avec le président de la CFTC Taxi, Nordine Daman. Bonjour.
Oui, bonjour madame. Bonjour Nordine Damad, merci d'être en direct à l'antenne de Sud Radio pour parler de ces gens formidables que sont les taxis, qui ont souvent été confrontés aux vicissitudes de la politique, de l'économie, de la fiscalité. Là aujourd'hui, ils sont touchés comme les autres par l'explosion des carburants. Le gouvernement et les pouvoirs publics se sont tout de suite tournés vers les transporteurs, mais vous êtes aussi les transporteurs et vous transportez des êtres humains, donc très important. Certains de vos confrères et collègues que je rencontre de temps en temps quand je monte dans un taxi me disent là, ça commence vraiment à devenir dur. Et puis le coût en plus, il s'étend moins de bénéfices. Il n'est pas question d'augmenter les courses, donc c'est nous qui payons la différence. Est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? Exactement, vous avez mis le doigt là où il faut. En effet, nous on veut pas que les usagers soient impactés ou que nos tarifs augmentent trop par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, puisque nous voulons effectivement des aides, et dans ce sens-là qu'on a envoyé un courrier au ministre des Transports, M. Tabarot, pour lui demander d'agir rapidement et immédiatement. Nous, comme vous le savez, nous sommes une profession réglementée, et si l'État ne nous aide pas, on ne peut pas augmenter les prix comme on le souhaite. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure précisément? Une baisse de la fiscalité ou carrément du prix du carburant ou... Parmi les propositions qu'on a faites au ministre des Transports, c'est justement la baisse de la fiscalité, à savoir le retour à la TVA à 5,5%. Elle est à 20%. Elle est à 20% aujourd'hui, c'est vrai. À 10% pour les taxis. Elle est à 10%. À 10% pour les taxis, donc 5,5, la moitié. Voilà, donc, il y a quelques années auparavant, on était à 5%. Donc, nous aimerions qu'un retour à la TVA à 5,5%, de manière à ce que et les taxis compensent l'augmentation du carburant, et à la fois ce sera bénéfique pour les usagers du taxi. Est-ce que la voiture électrique est une perspective envisageable pour la profession? Bon, il y a beaucoup de mixtes déjà, il y a beaucoup d'hybrides, je cite pas la marque, mais on en voit beaucoup. Vous savez, les chauffeurs de taxi n'ont pas attendu la crise du carburant pour passer à l'électrification. Je sais bien. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de taxis, de voitures électriques. Mais pour nous, la voiture électrique aujourd'hui, c'est pas une solution immédiate à l'augmentation du carburant. C'est une solution qui peut être à long terme bénéfique pour la profession. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des aides immédiates pour la profession. Est-ce que la profession est unanime là-dessus ou non? Parce qu'il y a des sociétés taxées, il y a des artisans, ils sont tous confrontés à la même difficulté, ou il y en a qui s'en sortent un peu mieux que d'autres? C'est surtout le chauffeur de taxi qui est impacté, parce que les sociétés, mis à part quelques entreprises qui ont des salariés, et que sont les entreprises qui payent le gazole et l'essence, tout le reste, c'est des locataires gérants ou des artisans. Donc un locataire gérant, c'est lui qui paye son propre carburant. Donc c'est le locataire qui est impacté, et non pas l'entreprise. Comment se porte ta profession actuellement? Quand je suis chez vos confrères, c'est toujours des gens très courageux, très très dignes, mais ils disent que le métier est de plus en plus dur, non seulement sur le comportement des usagers qui sont quelquefois moins agréables, moins éduqués, et surtout qu'il y a moins de courses, qu'il y a la récession économique fait que le métier devient de plus en plus difficile, plus la concurrence des VTC. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Là, on n'a qu'à faire un tour à Paris. Vous allez voir, les stations regorgent de taxis en attente de clientèle. Il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a la crise économique, plus la concurrence déloyale des VTC. Concernant les conditions de travail, vous voyez, vous êtes à Paris tous les jours, vous voyez comment il faut gérer les vélos, il faut gérer les scooters, il faut gérer tout ce monde-là. Donc, c'est stress sur stress. Alors, vous avez le stress parce qu'il faut vous sortez, il faut que vous fassiez votre chiffre d'affaires, il faut que vous rentrez. Vous avez le stress de la route. Donc, je dirais que le chauffeur de taxi aujourd'hui, il travaille dans des conditions très difficiles. La consommation des véhicules, c'est surtout du diesel, il y a peut-être quelquefois de l'essence dans les taxis. Quand on est dans une zone urbaine, à Paris, la consommation est très forte. On dit toujours, ils font pas des grandes distances, oui, mais en ville, la consommation est plus forte qu'en région.
Ah oui, non, mais de toute façon, vous savez, que vous roulez au pas ou que vous roulez, au contraire, quand vous êtes à une certaine vitesse, vous consommez moins. Mais quand vous stagnez dans les bouchons, etc., bah là, vous consommez un peu plus. Les taxis, aujourd'hui, ils se battent pour préserver un artisanat. Est-ce que ce statut d'artisan est quelque chose qu'il faut préserver à tout prix? Il y a des sociétés, bien entendu. Ensuite, il y a les VTC à côté qui vivent d'une façon un peu sauvage. Est-ce que la notion d'artisan taxi est quelque chose qui est à valoriser encore? Bah, écoutez, moi je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Et dans le taxi, c'est vrai que les artisans sont majoritaires, mais il y a aussi des locataires gérants, il y a des salariés. Donc il faut préserver la profession de taxi en général. C'est la profession de taxi qui a besoin aujourd'hui d'être soutenue par le gouvernement. Quel que soit son statut. Je vous pose la question parce que vous vous souvenez, il y a très longtemps, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, il voulait tout normaliser, tout banaliser, supprimer la fonction de taxi, mais il y avait surtout le problème de la licence qui coûte très très cher. Et aujourd'hui, une licence, je crois qu'elle est remontée à quelque chose comme 130 000, elle était montée à 250 000, elle va, elle vient. Combien y a-t-il aujourd'hui de taxis licenciés sur Paris, aujourd'hui, qui détiennent la licence? Bah, aujourd'hui, si on parle d'artisans, donc titulaires de l'autorisation de stationnement, oui. Il y a aux alentours de 11 000 sur toute la France, oui. Non, sur toute la France, il y a 67 000 chauffeurs. Oui, 11 000, c'est Paris. Non, je pensais que vous dites, voilà, bien, 11 000 sur Paris. Je parle uniquement de Paris. Hein. De Paris. Voilà. Le forfait pour les aéroports Roissy et Orly. Alors, selon l'endroit de Paris où vous êtes, ça peut varier de 55 à 38 euros. Mais est-ce que, je pose souvent la question, quand il y a des encombrements, que la durée de la course est très longue, est-ce que l'artisan taxi s'en tire avec un forfait à 55 ou 38 ou 42 euros? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, je pense qu'on a été dupé par le gouvernement à l'époque où on a négocié. C'est vrai qu'il fallait sauver la profession parce qu'elle passait par des périodes très très difficiles. Donc on a accepté de forfaitiser les courses pour que ça soit plus clair pour les usagers. Mais là-dessus, cette forfaitisation des courses pour les aéroports, elle devait être accompagnée par des voies dédiées aux taxis, y compris sur les autoroutes. Or, aujourd'hui, on constate que les forfaits existent, mais les voies dédiées n'existent pas. Donc là, on est dans le temps comme tout le monde. Descendre à 35 euros de Charles de Gaulle à Paris avec la cherté du carburant et vous mettez aujourd'hui minimum 1h30, voire 2 heures, quand ça va bien, pour atteindre la capitale. C'est vraiment une perte sèche. Il reste quoi à la fin de la course? Quasiment rien, si tant est qu'il n'y ait pas eu perte. Vous êtes perdant. Vous êtes perdant des courses. Aujourd'hui, il y a certains chauffeurs qui ne veulent même plus aller à l'aéroport parce qu'ils préfèrent rester à Paris quand il y a du travail à Paris et faire des petites courses à Paris que d'aller à l'aéroport. Je posais la question à un de vos confrères parce c'était gare Montparnasse, il y avait une file d'attente de taxi gigantesque et j'ai dit comment ça se fait? Il me dit mais monsieur, il vaut mieux perdre du temps dans une gare parisienne que d'aller perdre de l'argent dans une course dans un aéroport. Nordine Daman, est-ce que c'est encore un métier qui attire des jeunes? Est-ce que vous avez toujours des candidats à la fonction de taxi dans Paris et même ailleurs en France? Ça fait encore, sans parler de rêver, est-ce que oui? Oui, heureusement d'ailleurs qu'il y a encore des jeunes qui arrivent parce que sinon ceux qui partent à la retraite, ils ne seront pas remplacés. Effectivement, il y a encore des jeunes qui arrivent qui sont nouveaux et dans le métier, on les voit dans les écoles de taxi. Il y a aussi certains qui arrivent du VTC, puisque dans le VTC, ils ne gagnent plus leur vie. Donc, comme vous savez, les prix sont très très bas. Donc, ils font ce qu'on appelle la passerelle pour venir dans le taxi. Mais disons que ils viennent dans le taxi parce qu'il y a aujourd'hui en France une crise économique et souvent ils viennent dans le taxi parce que c'est un métier refuge. Donc ils viennent se réfugier dans le taxi pour
travailler et gagner leur vie. J'en ai rencontré qui étaient extrêmement heureux. En tout cas, on les salue bien. On sait que les chauffeurs de taxi, beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux écoutent Sud Radio. Évidemment, on est nous aussi à l'écoute de leurs problèmes, de leurs enjeux. Et voilà, on les apprécie, on les salue et on reconnaît leur courage. Merci Nordine Daman d'avoir été en direct sur Sud Radio aujourd'hui. Vous restez avec nous. Nous allons parler d'un sujet extrêmement tendu, douloureux. L'immigration, on a beaucoup dit, beaucoup écrit, beaucoup extrapolé sur l'immigration. Et là, je reçois Nicolas Pouvreau-Monti, auteur de Immigration, mythes et réalités. Oui, le premier ouvrage fondé sur des données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est un document fondé sur la réalité avec des chiffres très précis. On va le thématiser. Est-ce qu'on va du grand déni au grand renoncement? Le grand déni parce qu'on ne dit pas toute la vérité. Il y a des mensonges sur l'immigration et le grand renoncement parce qu'on voit bien que la classe politique ne prend pas les mesures qui s'imposent quelquefois. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Bien sûr que vous êtes concerné par cet enjeu, bien sûr que vous avez des choses à dire. Est-ce que l'immigration est une chose pour la France ou au contraire peut-être une source de tracas, voire de conflits et de guerres civiles? Vous restez avec nous et vous en discutez avec nous à l'antenne avec Nicolas Pouvreau-Monti. Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Sud Radio, en ce 23 avril 2026, il est 13h04. Nous allons parler d'un sujet qui fâche, qui fait du mal, qui inquiète, qui perturbe, qui divise. L'immigration. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle et c'est pas la dernière fois qu'on en parlera à cette antenne ni dans le pays. Mais je reçois Nicolas Pouvreau-Monti parce que Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, a entrepris, je vais appeler ça un travail, une enquête, une véritable investigation sur la situation réelle de l'immigration en France. Et il a titré son ouvrage, qui est un document politique, qui est un document historique, qui est un document sociologique, ce sont des expressions que je reprends souvent. Là, aujourd'hui, c'est vraiment vrai. À lire absolument de l'Élysée jusqu'à la sous-préfecture, que tous les hommes et les femmes qui ont une responsabilité dans ce pays lisent ce livre. Ils en concluront et diront ce qu'ils vont, mais il faut le lire. Le livre s'appelle Immigration, mythes et réalités. Et Nicolas Pouvreau-Monti précise, c'est le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On suppose que les gens qui ne sont pas d'accord vont expliquer que l'OID, c'est un organisme à la solde d'une certaine idéologie, et que tout ça est orienté, que c'est de la xénophobie. Pour autant, j'ai lu le livre page par page, ligne par ligne, les faits qui sont présentés, les éléments, les chiffres, eh bien, ils correspondent au réel. Il y a peut-être une erreur à la marge d'interprétation, mais les faits sont là. Nicolas Pouvreau-Monti, d'abord parlez-moi de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Pourquoi et comment a-t-il été créé et que pensez-vous en tirer aujourd'hui pour ce pays? L'immigration et de la démographie, c'est sur sa forme assez classiquement un think tank, comme on dit, un laboratoire d'idées, que nous avons créé il y a maintenant 5 ans. Je suis l'un des cofondateurs et j'en suis effectivement le directeur. Et on partageait avec les autres cofondateurs, qui étaient des hauts fonctionnaires ou des cadres du privé, comme on dit, un très grand état de déploration quant au débat public en matière d'immigration. Avec cette idée que finalement la discussion se résumait trop souvent à 2 camps. D'une part, le camp de ce qu'on pourrait appeler le grand déni, ceux pour qui il ne saurait y avoir de problème jamais au grand jamais avec nos politiques d'immigration. Si problème il devait y avoir, il ne saurait être grave, et s'il devait être grave, il serait voué à se résoudre naturellement par le passage du temps. Donc ce camp-là très présent avec ses citadelles médiatiques, universitaires, et un autre camp qui nous semblait se contenter trop souvent de slogans sur ce sujet, qui est évidemment un sujet complexe, mais le fait qu'il est complexe n'enlève rien au fait que c'est un sujet politique qui concerne absolument tous les Français, et l'OID se donne depuis plusieurs années maintenant pour mission d'éclairer le débat public sur cette question, à la fois auprès des citoyens, mais aussi auprès des décideurs. Donc, je vous pose la question comme au tribunal, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, évidemment, et que le contenu de ces livres, aussi contestable il soit pour des gens que ça dérange, reflète quand même une réalité absolue. Mythes et réalités, écoutez, à la lecture de l'ouvrage, je vous laisse la responsabilité de cette formulation un peu littéraire, mythes et réalités. Moi, je vais parler de mensonges. Et il y en a 6. Le premier, alors
on campe un peu le tableau, il faut voir ce que c'est. 1% d'étrangers en 1851. La France a toujours été créolisée depuis la civilisation gallo-romaine, qui est la preuve même que les Gaulois, Celtes et les Romains ont fait cette civilisation. Ensuite, on a eu les invasions barbares qui, comme on l'indique, ont été un traumatisme épouvantable. Et puis, on a eu 116, parce que la France est un pays où il fait bon vivre, un pays merveilleux, on attire l'humanité tout entière. Et ça s'est toujours passé, même s'il y a eu des débuts violents ou des crispations, il y a une intégration, parce que les gens qui venaient, ils venaient pour être français, ils aimaient être français, et ils devenaient ensuite plus français ou plus patriotes que les Français. Voilà. 3% d'étrangers en 1911, 6,5 en 1930, parce qu'il y a le premier phénomène d'immigration. De 1931 à 1936, il y a 280 000 étrangers qui repartent, parce que la crise économique fait qu'il fait un peu moins bon vivre. Et en 1968, 70% des étrangers sont encore des étrangers d'origine européenne. Le bas va commencer à blesser quand l'immigration n'est pas d'origine européenne, qu'elle vient en général d'Afrique, Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, et c'est là où les premières crispations apparaissent. Alors, premier mensonge, vous dites c'est un mythe et une réalité. Premier mensonge, il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'autrefois. Oui, clairement. Alors qu'on choisisse de l'appeler mensonge ou mythe, ce qui est certain, c'est que c'est faux. Si on voulait employer un vocabulaire religieux, on pourrait dire que ça s'apparente à une forme de pieux mensonge, c'est-à-dire quelque chose qui est factuellement faux, mais qui est censé avoir une valeur morale ou performative en tout cas. Et c'est vrai que cette idée est très présente depuis maintenant au moins 4 décennies dans une sorte de nouveau récit national de ce qu'aurait été la France. Il se trouve que la France a été en Europe par excellence le vieux pays sédentaire. Vous avez évoqué effectivement les invasions barbares. Alors parler d'immigration avant le 19e siècle, c'est un anachronisme, mais ce qu'on a appelé les invasions barbares, ça, quand on mettant bout à bout les Burgondes, les Visigoths, etc., ça a fait quelque chose comme 3% de la population préexistante de la Gaule. C'est impressionnant sur la forme. C'est ça a suffi à bouleverser leur politique. Bien sûr. Dans les siècles qui ont suivi, il y a eu quelques épisodes d'incursion, par exemple vikings en Normandie au 9e siècle. Là, on rentre dans un détail historique. Et les Burgondes sont devenus la Bourgogne. Et absolument. Mais sur au moins 1000 ans, entre le 9e et le 19e siècle, il n'y a eu aucun mouvement migratoire notable en France. Je cite l'historien moderniste Pierre Goubert qui dit que ce qui caractérise l'ancienne France, ça n'est pas la migration, ce ne sont pas les brassages, c'est une très grande sédentarité. La France a été pendant des siècles un pays de paysans sédentaires qui naissaient, travaillaient et mouraient dans leur paroisse ou à quelques kilomètres de leur paroisse. Nous avons en revanche été, et ça c'est vrai de le dire, le premier pays d'immigration en Europe à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, parce que nous avions une démographie moins bonne que nos voisins. Les autres nations européennes... On a ouvert les portes. C'est ça. Peut-être pas de frontières, on a ouvert les portes. Tout à fait. Envoyer des Européens partout dans le monde, notamment en Amérique. La France, elle, pour sa révolution industrielle, a d'abord mobilisé les paysans français devenus des ouvriers français, mais il y a eu effectivement des premiers épisodes d'immigration, essentiellement européenne, vous l'avez dit, jusqu'aux années 50-60, avec le démarrage d'une immigration extra-européenne en nombre significatif. Ça a d'abord été l'immigration algérienne. On a eu un vrai mouvement de bascule que vous évoquiez dans les années 70. 74, c'est la fin officielle de l'immigration de travail, parce que premier choc pétrolier, début du chômage, de masse en tout cas. 76, instauration du regroupement familial. Et là, on change de nature. 29 avril, ça fera 60 ans dans quelques jours. Tout à fait. 76. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que assez vite, les gouvernements en question se sont rendus compte qu'il y avait un problème. D'où le fait que le gouvernement Barre, qui a succédé au gouvernement Chirac, ait cherché à le suspendre. Et on a eu une première décision du Conseil d'État. On dit toujours, c'est Jacques Chirac, Premier ministre. Absolument. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui décide on va regrouper les familles. Voilà, très bien. Tout à fait. Il y avait cette idée que la plupart des immigrés présents en France qui pourraient solliciter ce droit repartiraient chez eux, mais que ceux qui resteraient pourraient être rejoints par leur famille. Le gouvernement, assez vite, a voulu suspendre 2 ans après le regroupement familial. Et on a eu le premier épisode de ce qu'on ne cesse de connaître depuis, qui est le gouvernement des juges en matière d'immigration, avec le Conseil d'État qui a dit en 78, non, on ne peut pas suspendre. Et dans les années qui ont suivi, pendant 20 ans, moins d'immigration que pendant les 30 Glorieuses en nombre, mais une immigration beaucoup plus largement extra-européenne, beaucoup plus familiale et moins professionnelle. Et depuis les années 90, nous sommes entrés dans une période nouvelle de notre histoire migratoire, qui est une période d'accélération sans précédent. Il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Valéry Giscard d'Estaing a reconnu lui-même à la fin de sa vie que la façon dont on avait mis en place cet regroupement familial était une erreur. Donc, c'est faux. Il est faux de dire qu'il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'hier. Mensonge numéro 1. Évidemment, vous pouvez nous appeler, vous devez nous appeler. Ce sujet vous concerne, vous touche. Quelles que soient les régions de France où vous habitez ou votre situation sociale. C'est un vrai enjeu. L'immigration, il n'est pas question totalement de enfermer la France, le fameux renfermement sur soi-même. Il s'agit, je pense, d'accueillir les gens dont nous avons besoin, qui veulent venir chez nous, et leur assurer des conditions de vie et de travail décentes, conformément aux lois et aux valeurs de la République. Il n'y a pas de raciste, il n'y a pas de
xénophobe sur Sud Radio, et l'ouvrage Mythes et réalités de l'immigration est tout sauf un ouvrage raciste et xénophobe. Merci Nicolas Poivreau-Monti d'être là avec nous. Je veux continuer ce discours et je veux que les gens qui nous écoutent, les femmes et les hommes, appellent pour donner leur avis, parce que c'est un avis qui concerne, je pense que c'est le premier souci des Français. Mensonge numéro 2. L'immigration rapporte à la France. Vous dites que c'est un mythe et une réalité. Moi je dis que c'est un mensonge. J'ai tort ou j'ai raison? Non, mais c'est dans le contexte français, c'est factuellement faux. Il y a beaucoup de pays du monde dans lesquels c'est vrai. Il y a des pays développés dans lesquels l'immigration a un impact positif sur les comptes publics. Alors il y a des secteurs où ça rapporte. Oui, d'accord. Bien sûr. Là où c'est tendu, il y a des carences. Évidemment que ça. Au milieu d'un bilan économique et budgétaire. Dans l'ensemble, ça rapporte à la France. Est-ce que le bilan? Tout ça, c'est ça. Au milieu d'un bilan économique et budgétaire globalement négatif, il y a des secteurs d'activité qui bénéficient aujourd'hui de l'immigration. Il y a deux choses qui méritent d'être dites là-dessus. La première, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne estimation à l'euro près de ce que serait le coût, le bilan budgétaire, par exemple, de l'immigration, parce que beaucoup de choses dépendent des méthodes qu'on retient, du périmètre des dépenses, des recettes, etc. Mais il y a une autre chose qui me semble tout aussi certaine, c'est qu'il n'existe aucun scénario réaliste en France dans lequel l'immigration telle que nous la recevons aujourd'hui puisse rapporter au pays. Et ça tient d'abord à un fait majeur, qui est que nous avons l'une des immigrations les moins en emploi de toute l'Union européenne. Vous avez à peine 43% des immigrés extra-européens récents en âge de travailler qui occupent un emploi. 43%, c'est 25 points de moins que la population générale. Lorsque les immigrés travaillent, ils sont plus souvent sur des emplois peu qualifiés, donc peu rémunérés, donc peu contributeurs aussi aux finances publiques, même s'ils ont souvent une utilité sociale. Et de l'autre côté, avec cette sous-contribution, vous avez aussi un phénomène de surconsommation de certaines dépenses. On trouve ça dans le logement social, par exemple. Les personnes immigrées en moyenne sont 3 fois plus souvent en logement social que les personnes non immigrées. Et d'ailleurs, plus on monte dans les niveaux de précarité, plus on monte dans les niveaux d'urgence, et plus la surreprésentation est flagrante. Vous avez la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France qui sont des immigrés. C'est 5 fois plus que la part des immigrés dans la population générale. Vous avez 40 à 60% des places d'hébergement d'urgence de l'État qui sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Et donc ça crée un effet de saturation à tous les niveaux de nos dispositifs de solidarité notamment. Tout ça est très clair. Je précise que les 600 000 étrangers que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a régularisés sont des gens dont l'emploi est assuré. L'Espagne a fait une intégration à calculer. C'est du choisi. Alors évidemment, c'est impressionnant. Voilà. Et en Espagne, beaucoup d'immigrés repartent parce qu'il n'y a pas les prestations sociales qu'il y a en France. Voilà. La législation espagnole est tragique là-dessus. Elle est très dure. Voilà. Vous restez, vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas vocation à rester. Il n'y a pas besoin de les expulser. Ils repartent de même parce qu'ils n'ont pas de quoi subsister sans travailler. Voilà. C'est un élément très important dans cette polémique sur la régularisation des 600 000 immigrés en Espagne. Tout à fait. Et ça implique aussi ce que seront peut-être les effets de bord de cette décision pour la France. Parce qu'effectivement, les étrangers qui vont être régularisés en Espagne auront un titre de séjour valable en Espagne, qui ne permet pas normalement de s'installer dans les autres pays de l'espace Schengen, mais qui permet d'y circuler librement, d'y entrer en situation régulière, sachant que rien n'empêche concrètement ensuite de se maintenir au-delà du délai qui leur sera permis pour cette circulation, c'est-à-dire 90 jours. Et la France étant spécialement attractive pour certains profils d'immigration à motivation sanitaire et sociale, il est possible qu'un certain nombre des régularisés espagnols, ceux qui sont les moins intégrés économiquement, se dirigent vers la France. Immigration, mythes et réalités. Moi, je parle de mensonges. Je suis avec Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et dans le Parlons V le plus strict de Sud Radio, nous décryptons cette réalité qui pourrait devenir un cauchemar pour ce pays et une menace pour la France. On utilise des termes prudents. Pourtant, c'est une réalité. Bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Intervenez, participez, partagez. Nous voulons partager votre opinion. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, l'immigration, comme on l'a dit, est une chance pour la France et qu'on en aura toujours besoin? Est-ce qu'elle doit être réglementée? Ou au contraire, est-ce qu'il faut commencer à verrouiller un peu les frontières pour ne pas recevoir des gens qui n'ont pas vocation à rester chez nous parce qu'ils n'y trouvent pas le bonheur et l'épanouissement qu'ils pourraient y prétendre? À tout de suite sur Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. L'immigration, mythes et réalités, c'est le titre du livre de Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h18. Mythes, réalités et réalités, moi je dis que ce sont des mensonges. On voit bien, ce livre est étayé, il est construit, il est documenté. Ce sont des faits et des chiffres réels. Ceux qui ne sont pas d'accord, évidemment, pourront inventer ce qu'ils veulent pour dire que c'est de la xénophobie et du mensonge et du maquillage. Pour autant, Nicolas Pouvreau-Monti pose le problème de façon très solennelle, très j'allais dire sereine. Vous concluez votre livre en disant, bien sûr, quand on finit le livre, on est plutôt inquiet, on est plutôt interpellé. Pourtant,
Il faut pas perdre espoir. Il y a des mesures à prendre. Par contre, il faut les prendre rapidement et de façon courageuse. On continue dans la liste des mensonges. Évidemment, j'appelle ceux qui nous écoutent. Tous, l'immigration, voilà. C'est Nicolas Pouvremonti, mâche pas ses mots. Si on ne fait rien, on va dans le mur. Ça sera un chaos, une guerre civile, et tout le monde sera malheureux. Et la population nationale et les gens qui viennent d'ailleurs pour vivre en France, tout le monde sera perdant. Troisième mensonge, l'immigration n'a pas d'impact sur la vie quotidienne des Français. Oui, là c'est le tour de passe-passe classique de beaucoup d'hommes politiques. Allez dire ça à certains. Sur les plateaux, d'expliquer que l'immigration est éventuellement peut-être un sujet, mais que ce qui préoccupe d'abord les Français, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le logement. Autant de vrais sujets, politiques et de préoccupation. L'immigration, aujourd'hui, quand on se promène dans la rue, et dans certains territoires, c'est la première question qui se pose. Et par ailleurs, l'immigration étant devenue, par son importance, un fait social total, elle a des impacts sur à peu près tous ces aspects de notre vie collective, y compris le système éducatif, y compris le système de santé. Si on prend simplement deux exemples que sont l'éducation et la santé, on a maintenant en France plus d'un élève de CM1 sur 5 qui ne parle jamais ou quasiment jamais le français à la maison. Donc ça a évidemment des implications en cascade sur le système d'enseignement, étant entendu que 20% au niveau national, ça veut dire 40, 50, 80% dans certaines écoles et dans certaines classes. Oui. On essaye de rattraper ça comme on peut avec la politique d'éducation prioritaire, c'est 3 milliards d'euros par an. Vous avez 45% des élèves enfants d'immigrés du Maghreb qui sont dans l'éducation prioritaire, 60% de ceux d'Afrique subsaharienne, c'est 3 fois plus que la moyenne des élèves. Mais il n'en demeure pas moins que on essaye de traiter en aval ce qu'on n'a pas su traiter en amont par notre politique migratoire. Dire ça ne revient évidemment pas à jeter la faute aux enfants de l'immigration qui ne sont absolument pas responsables des politiques qui ont été mal conçues, mais le sujet existe et il mérite d'être posé. Et sur le système de santé, là aussi on parle d'un système qui avait une crise endogène, ça n'est pas l'immigration qui crée la crise du système de santé français, pas plus qu'elle ne crée la crise de l'école, mais elle rajoute sur le système de santé un degré de saturation phénoménal. D'abord parce que nous avons une immigration en France qui est plutôt en mauvaise santé. La part des femmes immigrées qui déclarent un mauvais état de santé est supérieure de moitié à celle des femmes sans ascendance migratoire, c'est 1/3 chez les hommes. Et vous avez par ailleurs des dispositifs qui sont uniques en France par rapport au reste de l'Europe et par rapport au reste des pays européens. Évidemment l'aide médicale d'État dont on parle beaucoup, mais aussi les titres de séjour pour soins. Nous sommes, avec la Belgique, qui a un système moins généreux que le nôtre, le seul pays au monde à offrir des titres de séjour à des étrangers malades parce qu'ils sont malades, pour se faire soigner gratuitement en France et sans limite de durée. Car à la molenbeekisation de la France. On sait où ils sont arrivés, ce pays. Et j'ai des amis belges qui me disent c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Voilà, on peut encore essayer d'en arriver là. Mais il y a des endroits où on est limite. Oui, typiquement, si vous prenez un cas dont on parle souvent et à juste titre, qui est le cas de la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France métropolitaine où il y a la plus forte part d'immigrés. En Seine-Saint-Denis, il y a de ça déjà 7 ans, un rapport parlementaire avait estimé entre 150 et 400 000 le nombre de clandestins dans le département. Alors en fait, ça pose deux types de questions. Si c'est 400 000, ça veut dire que c'est 1/4 de la population officielle du département, c'est gigantesque. Mais ce qui pose peut-être encore plus question, c'est l'écart dans l'estimation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si 250 000 clandestins se trouvent ou ne se trouvent pas dans un département qui est directement limitrophe de Paris. On parle pas de Mayotte, on parle pas de la Polynésie. Le chiffre officiel, mon cher Nicolas Pouvremonti, c'est 384 000 titres de séjour nouveaux accordés en 2025. C'est ça. Contre 119 000 en 97. Tout à fait. Donc on a vu la progression. C'est gigantesque. Absolument. On a triplé le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année depuis la fin des années 90. Les titres de séjour, c'est une partie de l'immigration. C'est l'immigration extra-européenne, légale et adulte. Oui. Mais ça donne une idée de la dynamique plus globale de nos flux migratoires. Ce qui est notable aussi, ce sont les catégories qui portent cette progression. Aujourd'hui, le premier motif d'octroi des titres de séjour en France, c'est le motif étudiant, ce qui pourrait être par excellence, si je puis dire, le prototype d'une immigration choisie et bénéfique, sauf qu'on a choisi de fixer un objectif quantitatif absurde qui est d'avoir à tout prix 500 000 étudiants étrangers en France l'an prochain. Et donc, on a des taux d'échec faramineux des étudiants étrangers. On a une très forte dépendance sociale. La moitié des aides sociales d'urgence des Crous vont à des étudiants étrangers. Donc, une politique très mal conçue. Un autre canal d'immigration dont les titres de séjour ont beaucoup augmenté, ce sont les titres pour motif d'asile. Il y a maintenant 700 000 étrangers bénéficiaires du droit d'asile en France. Je ne parle pas des demandeurs, je ne parle pas des déboutés, je parle des gens qui ont un statut d'asile. Qui ont un statut, tout à fait. Qui est acquis. C'est ça, 700 000, c'est un nombre qui a triplé en 10 ans, avec des profils d'immigration qui posent des questions particulières. La première nationalité des bénéficiaires de l'asile dans notre pays, ce sont les Afghans. Et il y a évidemment des questions très fortes d'intégration à la fois économique, mais aussi culturelle, parce qu'on imagine difficilement distance plus forte à parcourir entre deux sociétés
société qu'entre la société afghane d'une part et n'importe quelle société européenne d'aujourd'hui. Là, on parle même pas d'intégration. Nicolas Pouvremonti, vous dites bien que c'est difficile à quantifier, à mesurer. Alors de ceux, les illégaux qui partent, qui restent. 1 étranger sur 3 repart, 2 restent. Parce qu'on a toujours dit, oui, mais on vous dit ils repartent. Il y en a beaucoup qui, 384 000, mais il y en a près de la moitié qui repart ou voire plus. Ouais. Vous, votre chiffre, c'est, même si ça peut pas être précis parce qu'il n'y a pas de mesure, c'est 1 sur 3, un tiers, 33% des immigrés qui viennent en France ne repartent pas. En fait, le ratio de l'INSEE, c'est effectivement que pour 3 immigrés qui entrent en France, il y a 1 immigré qui repart. Donc c'est exactement le ratio que vous décrivez. Comme vous le dites, il est forcément estimé dans la mesure où on n'a hélas pas de système d'enregistrement. 33% repart, donc 66% restent. C'est ça. Les 2 tiers restent. Et c'est là où la progression démographique est en train de poser un problème. Et parmi ceux qui restent le plus, on retrouve les canaux d'immigration qui posent le plus de questions d'intégration. Typiquement, les bénéficiaires de l'asile en France restent de manière quasi systématiquement pérenne. Avoir un statut de réfugié, c'est avoir tout de suite un titre de séjour de 10 ans. Et c'est un appel d'air. Là, l'appel d'air, il est caractérisé, Nicolas Pouvremonti. Oui, bien sûr. Et c'est avoir le droit à la réunification familiale, qui est en fait une forme du regroupement familial propre à l'asile, mais sans aucune des limites petites qui existent au regroupement familial. Pas de critères de durée de résidence, pas de critères de ressources, pas de critères de logement. Et donc oui, par ailleurs, l'immigration qui se sédentarise n'est pas celle qui porte le plus de promesses d'intégration et notamment l'intégration économique. Alors justement, 4e mensonge, mythe et réalité, je reprends le titre, moi je dis 4e mensonge, l'immigration ne change pas la culture française. Alors, je veux bien que dans certaines contrées il n'y ait pas d'impact, on voit bien que si. Et d'ailleurs c'est ce que vous dites, et alors c'est juste qu'il y a évidemment des différentiels géographiques, mais ce qui marque la géographie de l'immigration depuis les années 2000, c'est moins la ghettoisation, comme on l'entend souvent, qu'une diffusion des phénomènes migratoires. Ça l'a été. Et ça existe toujours. Hein. Vous savez, on a beaucoup parlé lors des municipales de la Courneuve. Bon, la Courneuve, c'est tout simplement la commune. Cités sont encore, bien sûr. C'est la commune de France qui a la plus forte part d'immigrés dans sa population, de France métropolitaine en tout cas. Déjà il y a 20 ans, ça s'est consolidé. Mais on a vu se diffuser les réalités migratoires et augmenter la part des immigrés dans la population dans des régions qui sont longtemps restées à l'écart des grands courants migratoires. Le cas vraiment typique, c'est le Grand Ouest. Si vous prenez les 3 villes de France de plus de 100 000 habitants dont la part des immigrés dans la population a le plus augmenté depuis le milieu des années 2000, vous avez dans l'ordre Le Mans, Brest et Caen, puis vous avez Rouen, Angers, Nantes, Rennes, etc. J'ai vu des taux à 720% d'augmentation, oui, 500%, 600%. Il y a des petites villes, effectivement, où la part des immigrés a été multipliée par 5, par 7, par 8. Alors souvent, on partait d'assez bas, même de très bas, parce que c'est des régions qui étaient moins concernées. Mais le rattrapage, si je peux dire, a été rapide. Parce que, notamment, politique de répartition des demandeurs d'asile, ça a eu un impact fort sur certaines petites communes. Parce que, effet de la loi SRU, avec les quartiers logements sociaux, il se trouve que en France, qui a elle seule un quart du parc de logements sociaux dans l'Union européenne, le logement social se spécialise assez nettement dans l'accueil des populations primo-arrivantes. Bien sûr. Et puis aussi parce que dans ces régions-là, il y a eu certaines métropoles, on peut penser à Nantes ou à Rennes, qui ont eu des politiques explicites d'attractivité migratoire. Vous confirmez que ces statistiques sont étayées, elles sont fiables, elles sont Ce sont les données du recensement. Tout à fait. Et beaucoup ont été données par des pouvoirs publics ou par des organismes fiables. 5e mensonge, l'État a le contrôle sur l'immigration. Alors, raconte ça à un cheval de bois, il te donnera un coup de sabot, disait ma grand-mère. C'est extraordinaire qu'on puisse affirmer ça. Et pourtant, on entend en général partout, dans la doxa politique et des gouvernants, non, mais on contrôle. De temps en temps, il y a un petit débordement, mais dans l'ensemble, on contrôle. Oui, en fait, quand on regarde sur les 384 000 nouveaux titres de séjour accordés l'an dernier, il y en a à peine une moitié qui dépend vraiment d'une décision du politique. Ce sont les titres de séjour étudiants. J'ai dit que par ailleurs, on avait sans doute fait des bêtises à leur sujet, mais c'était des bêtises faites très directement par les politiques. C'est le cas aussi de l'immigration économique, à motif professionnel, qui est structurellement minoritaire en France. C'est à peine 13% des nouveaux titres de séjour qu'on a accordés l'an dernier. Et d'ailleurs, dans une année record pour l'immigration, c'est la seule catégorie qui est reculée, alors que c'est la seule qu'une large part des responsables politiques admettent explicitement de promouvoir. Mais sur les grandes masses de l'immigration familiale, l'immigration pour droit d'asile, aujourd'hui, nos gouvernements ont accepté de se laisser dessaisir très largement. De se laisser dessaisir par des traités internationaux, par les traités européens, par les juges qui interprètent ces traités. L'exemple type, c'est vraiment à nouveau le droit d'asile. On avait pu faire en début d'année dernière une estimation qui se retrouve dans ce livre. On avait cherché à quantifier le nombre de personnes à travers le monde qui remplissent les critères pour avoir droit à l'asile en France, sans tricher, sans mentir, simplement parce que c'est leur état de vie et que si demain elles se présentent sur le territoire pour déposer une demande, elles l'obtiendront. Nous avons estimé qu'il y a quelque chose comme 580 millions de personnes, près de 600 millions, qui remplissent ces critères. Et c'est un nombre qui n'est pas que théorique, parce que, évidemment, ce demi-milliard de personnes ne va pas tout entier venir en France.
il n'en demeure pas moins que le droit d'asile, c'est un droit sans limite quantitative, sans capacité de contrôle du politique. Absolument. Et donc, quel que soit le nombre de ce demi-milliard de personnes qui se présentent en France pour demander l'asile, il l'obtiendra parce qu'il n'y a aucune limite de plafond. Il est 13h29, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Nicolas Pouvremonty, auteur d'Immigration, mythes et réalités. Vous avez la parole à partir de 13h30, appelez-nous, partagez avec nous vos opinions, dites-nous ce que vous pensez de ce problème d'immigration. Est-ce que c'est un fléau? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce qu'il est bien géré par la République? Est-ce que nous avons des responsables courageux qui prennent le taureau par les cornes, ou est-ce contraire, est-ce qu'on va se laisser submerger et à force de ne pas prendre des mesures courageuses et nécessaires, eh bien cette situation pourrait virer au chaos, voire à la guerre civile. Il y a encore des questions à poser à Nicolas Pouvremonty. Restez avec nous et appelez-nous surtout au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Nicolas Pouvremonty et moi-même y répondrons avec la ferveur et la passion que vous nous connaissez. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sûr Sud Radio, il est 13h32, nous parlons de mythes et réalités d'immigration. Moi je parle des mensonges que l'on assène à longueur de journée sur ces sujets très important, essentiel, qui est une des gloires de la France. Oui, nous avons reçu toujours, et la France est un composé de cultures et j'allais dire de nations qui se sont fusionnées, mais pour s'intégrer. Et aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus le cas. L'ouvrage de Nicolas Pouvremonty, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, est sans appel Immigration, mythes et réalités. Et nous avons déjà énoncé un certain nombre de mensonges sur la doxa officielle et de la classe politique. Je donne la parole à Christian qui nous appelle de Cahors. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, bonjour. Christian, l'immigration vous fait peur ou vous considérez qu'elle est nécessaire? Disons que voilà, moi ce que j'ai remarqué, c'est que depuis, parce que je suis pas tout jeune quand même, depuis les années 60, nous avions eu autrefois des Polonais, après on a eu les Italiens, les Espagnols, les Portugais, à partir des années 60, on avait les Maghrébins qui venaient travailler, qui s'étaient intégrés, ceux comme maintenant 60 ou 70 ans, ils étaient intégrés. Et puis là, moi je fais partie d'une association qui vient en aide aux SDF et tout ça, et les arrivées des migrants à Cahors, ils sont logés dans un hôtel d'ailleurs, hein, et ils sont venus à notre association, et ils voulaient que des marques. Ils sont repartis sans rien. Ils n'ont pas voulu les chaussures qu'on leur donnait. Ils voulaient des Adidas, ils voulaient des trucs comme ça. Et puis, j'ai rencontré, par exemple, un SDF qui est venu voir si on avait des vêtements pour lui. Et il m'a raconté que l'asile de nuit était plein. Il dormait dehors, quoi. Voilà. Alors, j'en veux pas à ces personnes, mais je crois pas qu'ils viennent travailler. Et puis, les trois quarts, quand ils viennent, je les vois, ils ont des téléphones portables que je peux pas me payer, moi. Je peux vous le dire. Voilà. Alors, ce sont déjà donc des consommateurs avisés. Ils sont déjà contaminés par le système de la société de consommation occidentale. Nicolas Pouvremonty, c'est un phénomène que vous avez constaté aussi, bien sûr. Bien sûr, le témoignage de Christian, il fait écho à ce qu'on sait notamment de l'hébergement en France. Je l'évoquais, la moitié des places d'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des clandestins. Et ça implique que 60% des demandeurs d'un hébergement d'urgence n'obtiennent pas satisfaction de leur demande. Et donc très concrètement, parce que l'on met gratuitement et sans limite de durée, souvent pendant plusieurs années, parce que la durée médiane de séjour dans l'hébergement d'urgence, c'est 3 ans et demi, des clandestins à l'abri dans l'hébergement d'urgence, on est poussé à refuser des places d'hébergement à des demandeurs français et même à des demandeurs étrangers en situation régulière qui vivent en France de longue date et qui peuvent avoir besoin à un moment de leur vie de l'hébergement d'urgence. Et ça nous donne une idée aussi du caractère très fragile du discours moral qui enrobe souvent l'approche de la question migratoire. Sur ce sujet, plus encore que sur beaucoup d'autres, qui fait l'ange fait la bête. Et lorsqu'on crée ce genre de phénomène de saturation sur le système de santé, sur l'aide alimentaire ou sur l'hébergement d'urgence, on ne fait de cadeau à personne. Mais bien évidemment. Et puis certains évidemment les incitent à dire exiger ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus, et oui, on la surenchère. Nous avons Sandrine qui nous appelle de Fleurance dans le Gers. Bonjour Sandrine. Bonjour Perico. Bon, vous êtes aussi confronté à une interrogation sur la situation de l'immigration en France? Aujourd'hui, oui, moi je suis fille d'immigrés. Mon père est arrivé en France à l'âge de 16 ans, il est italien, il est né en Italie avec sa famille, toute la fratrie. Mon grand-père a prié tout le monde sous le bras pour venir se protéger en France, et finalement. Et ils étaient, c'était socialiste, et j'ai
toute ma vie, on a partagé notre table avec des gens de toutes les origines. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 2 fils qui votent LFI et qui me disent, mon fils aîné m'a dit, mais enfin quand même, il me dit, maman, papy, c'est tellement intégré qu'il en a oublié sa langue maternelle et c'est pas normal. Et je suis sidérée d'entendre des trucs pareils, en fait. Oui, parce que c'est la différence entre Sandrine, vous évoquez la différence entre assimilation et intégration. Et bien sûr qu'on peut devenir français et garder ses origines, mais si on l'oublie, beaucoup d'immigrés qui sont devenus des Français à part entière et des patriotes exemplaires ont peut-être oublié la langue d'origine des parents ou des grands-parents. Mais mon grand-père a exigé de mon père et de ses frères et sœurs de parler français à la maison. Ils n'avaient pas le choix. Mon grand-père a exigé d'eux de devenir des travailleurs, de s'intégrer dans le pays. Et pourtant, c'était compliqué pour eux. Mon tonton, par exemple, il a fait 14 ans le 16 avril. La maîtresse d'école l'a viré de l'école, elle lui disait c'est bon, toi l'italien, le macaroni d'ailleurs, tu peux dégager, tu passeras pas ton certificat d'études, l'école n'est plus obligatoire. Et mon tonton n'a pas pu passer son certificat d'études. Donc aujourd'hui, cette victimisation, ça m'exaspère en fait. Ça me désespère parce qu'on est une terre d'accueil, on a toujours été une terre d'accueil. Absolument. Et moi, je me considère comme française. Et je m'imagine pas dire autre chose, quoi. Vous n'avez pas à vous considérer, voilà. Et vos filles ont pris le pli plutôt. Et mes fils, c'est tout le contraire. Ils ont oublié ce que leur grand-père leur a raconté, il a crevé de faim en Italie, ils ont fui parce qu'ils crevaient la faim et parce qu'ils n'avaient pas le choix de toute façon en tant que socialistes que de partir parce qu'ils risquaient leur vie. Et aujourd'hui, mes fils ont oublié ce que leur grand-mère leur racontait. Ça me sidère. Mais ça me sidère et ça m'exaspère, en fait. Le patronyme de votre grand-père, il s'appelait comment? Son nom? Ambrosini. Ambrosini, et son prénom? Giovanni. Mon grand-père, c'était Giuseppe. Et il était fier et heureux d'être français, de devenir français, il a été accueilli. Mon père s'est fait naturaliser français à l'âge de 27 ans. La préfecture lui a demandé s'il souhaitait garder la double nationalité. Il a dit non. Il a dit c'est la France qui m'a sauvé la vie, c'est la France qui m'a nourri. Mon père est devenu français entièrement. Il n'a pas du tout gardé la double nationalité. Ce que moi je regrette aujourd'hui parce que j'aurais demandé la nationalité italienne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si mon père l'avait gardé, j'aurais demandé la nationalité. En tout cas, il a fait de vous des enfants fiers d'être français et vous êtes fiers d'être française. Absolument. Et patriote, et fier de mon pays, et fier de nos valeurs, et fier de notre culture. Bien sûr. J'oublie pas que la France est une terre chrétienne, et je le rappelle à qui veut l'entendre, je ne supporte pas ces femmes voilées qui sont soumises je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter, en fait. Mais quel que soit l'endroit de la planète, pas que chez nous, pas qu'ici en France. Nicolas Pouvremontis, ce témoignage de Sandrine, il corrobore totalement ce que vous racontez dans votre ouvrage. Bien sûr, il y a plusieurs choses, beaucoup de choses intéressantes dans ce que dit Sandrine. D'abord sur la question de la pratique de la langue, c'est vrai que c'est cette habitude qui existait dans des anciennes générations de l'immigration de ne parler que le français, y compris à la maison, se perd quand même de plus en plus. Quand on regarde les données de l'étude PISA, on voit qu'on a aujourd'hui près de la moitié des élèves directement issus de l'immigration qui ne parlent jamais ou quasiment jamais le français à la maison. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé par le passé. Un deuxième aspect important qu'évoque Sandrine, c'est celui de l'accès à la nationalité française. Depuis l'an 2000, il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. Une moitié l'a acquise par décret de naturalisation. Environ 750 000 l'ont acquise par droit du sol. Et la question du droit du sol, aujourd'hui, pose des questions de principe parce qu'on ne vérifie aucun aspect de l'intégration, même pas des choses aussi élémentaires que l'absence de condamnation pénale grave. Donc ce sujet de la nationalité, c'est aussi un sujet qui mérite d'être discuté politiquement. Et puis un troisième point qu'évoque Sandrine et qui est celui du voile islamique. Effectivement, la dynamique démographique de la religion musulmane en France est très corrélée à celle de l'immigration, mais au-delà du nombre, l'immigration a aussi un impact sur les types d'islam qui sont pratiqués en France. Vous voyez, en 10 ans, on voit ça grâce aux données INSEE-INED, la part des femmes immigrées musulmanes qui portent le voile islamique en France a augmenté de moitié. Ça a notamment à voir avec le fait que les immigrés musulmanes viennent de pays dans lesquels il y a une dynamique de réislamisation. Typiquement, les immigrés musulmanes qui ont le plus largement commencé à porter le voile ces dernières années, ce sont celles qui viennent de l'Afrique subsaharienne,
ou les sociétés musulmanes ont longtemps été très tolérantes, assez pluralistes, mais qui sont travaillées par un mouvement de réislamisation, et donc par le phénomène de connexion lié à ces diasporas. On a non seulement une dynamique de l'islam qui est celle qu'on décrit et qui est une dynamique démographique attestée, mais on a aussi une importation des pratiques de l'islam des pays d'origine. Et c'est ça, et c'est là où le bas blesse, parce qu'on a souvent des gens qui viennent et qui considèrent que l'islam prévaut les lois de la République. Nous avons Sophie qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Perico. Depuis votre humeur du début d'émission jusqu'à maintenant, tous les mots de la France sont là, quoi. C'est une tragédie. C'est une émission qui a un peu synthétisé les souffrances de la France, et celle-là est particulièrement vive et surtout inquiétante. Sophie, quel est votre point de vue sur la question de l'immigration? Christian et Brin ont dit aussi tout ce que je pense. Moi, écoutez, il y a une vingtaine d'années, on nous disait que ce qu'on voyait n'était pas la réalité. Il y a une dizaine d'années, quand on commençait vraiment à parler du sujet, on nous a dit qu'on était des affreux fachos, des affreux réacs. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense que les gens qui ne parlent jamais, qui ne s'expriment jamais, qui travaillent et qui font leur devoir tous les jours, n'en peuvent plus. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est une étincelle qui enflammera tout. Alors, je suis peut-être très pessimiste, mais aujourd'hui, les gens sont très, 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 pas énervés, mais ils sont tellement désabusés qu'il suffit de quelque chose. Il suffit de quelque chose pour que ça parte très mal dans ce pays. Ça me fait très peur. Tant Sophie à Biarritz comme au Pays Basque et comme dans certaines régions, j'allais dire territoires à culture un peu différente, que ce soit l'Alsace ou la Bretagne, le problème d'immigration se pose moins, peut-être parce que les immigrés s'intègrent plus facilement, ou peut-être sont-ils moins nombreux. À Biarritz, vous avez forcément moins d'immigrés qu'en Seine-Saint-Denis. Mais je ne parle pas du tout pour la Côte Basque, je parle pour la France profonde, bien sûr l'agglomération des grandes villes. C'est pas évidemment, la Côte Basque est un coin privilégié, mais on est français. Hein. Mon mari est fils d'émigrés espagnols, il est plus français que moi presque. Il adore le pays, il va tout donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est le décalage avec les nouveaux migrants, les nouveaux arrivés qui eux n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils sont trop nombreux. Bien sûr. Donc vous êtes inquiète. J'ai fait l'inventaire des mythes et des réalités, donc des mensonges. Vous êtes inquiète de ce qui pourrait se passer si la République ne prend pas les mesures adéquates, courageuses et nécessaires. Absolument. Merci pour votre émission. Écoutez, on est là et surtout on est content de vous avoir et de pouvoir échanger avec vous parce qu'évidemment vous exprimez ce que les Français ressentent et c'est important de dire, c'est le parlons vrai, de dire la vérité. Nicolas Pouvreau-Monti, vous avez juré dire toute la vérité avec la vérité. Le témoignage de Sophie, voilà, il y a une vraie inquiétude dans ce pays. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. On va pas mettre la poussière sous le tapis ou dire comme le ministre de la Justice, c'était un ressenti. C'est un ressenti, l'immigration. Il y a un état de tension démocratique extrême parce qu'on vit dans cette situation très paradoxale où d'une part, les Français n'ont jamais été aussi opposés à l'immigration dans son ampleur et sa nature contemporaine. On voit ça dans toutes les enquêtes d'opinion, hein, toujours aux 2/3, aux 3/4 des répondants qui estiment que les niveaux d'immigration aujourd'hui en France sont trop élevés. Il y a peu de sujets politiques où il y a une dimension presque si consensuelle finalement, d'une part, mais d'autre part, on l'a dit, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Ça, c'est une question qui devra être traitée électoralement, politiquement, parce que sinon on va au devant de menaces graves pour la paix civile. Si on veut simplement regarder des choses qui se passent à bas bruit, mais qui ont pu inquiéter il y a quelques mois. Vous vous souvenez de cette grande manifestation à Londres sur le thème de l'immigration en septembre, d'autant plus impressionnante dans un pays qui n'a pas la culture presque 2 millions de la de personnes. Tout à fait. Ça, c'est le résultat d'une trahison démocratique. C'est-à-dire qu'en 15 ans, les Britanniques ont voté 5 fois pour réduire drastiquement l'immigration, 4 majorités du Parti conservateur et le vote sur le Brexit qui s'est fait largement là-dessus. Et pour autant, en 3 ans, ils ont reçu une immigration nette de 2 millions de personnes. C'est ce qui est absolument spectaculaire. Y compris par rapport à ce qu'on reçoit en France. Et c'est pas un peuple plus raciste absolument. Et un deuxième point qu'évoquait votre auditrice et qui fera écho à l'un des autres mythes ou mensonges, c'est effectivement celui selon lequel les experts disent tout. C'est vrai que pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies, une part de l'expertise officielle sur l'immigration s'est donnée pour mission non pas d'éclairer le débat public, mais de le convertir, finalement. C'était une démarche presque religieuse. Il s'agissait de convaincre les Français qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient dans leurs rues, dans leurs écoles, dans leurs hôpitaux, et que finalement tout ça était une sorte de grande illusion collective nourrie par des fantasmes ou par des préjugés. Or, quand on va directement aux faits, et c'est ce à quoi s'attelle ce livre, on se rend compte que les Français ont plutôt raison de voir ce qu'ils voient. Il est 13h45. Nous débattons à bâton rompu avec Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, sur l'immigration, mythes et réalités. Moi, j'ai parlé de mensonges. Nous avons Kevin d'Urcuit et Valérie de Marseille qui nous appellent. On vous donne la parole dans quelques instants et continue à débattre avec Nicolas Pouvreau-Monti. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sûr Sud Radio, il est 13h48, la France dans tous ses états. Je reçois Nicolas Pouvron-Monti, Immigration, mythes et réalités, le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Que dirige précisément Nicolas Pouvron-Monti? On a passé un par un les mythes et réalités que j'ai qualifiés de mensonges. Avant de donner la parole à Kevin et à Valérie, Nicolas, un dernier mot. Les experts nous disent tout. Non. C'est un mensonge, ils ne nous disent pas tout, ou ils nous disent ce qu'ils ont envie qu'on entende. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est d'autant plus problématique lorsque ces experts ont la main sur des institutions publiques qui sont censées produire la connaissance sur ce sujet. Un exemple frappant des dernières semaines, ça a été le recensement de l'INSEE. La campagne du recensement annuel s'est terminée il y a quelques semaines maintenant. Et encore une fois, les syndicats de l'INSEE ont lancé une grande campagne publique pour demander aux citoyens de ne pas répondre à une question du recensement qui porte sur le lieu de naissance des parents, avec cette idée qu'elle nourrirait les fantasmes ou les préjugés, alors qu'on parle de l'exact contraire. On parle d'une connaissance objective. La connaissance, c'est l'inverse du préjugé, c'est l'inverse du fantasme. Mais il y a dans ce domaine, et notamment, hélas, dans une part des institutions qui ont la charge de produire le savoir officiel sur ces thèmes, un réflexe d'obscurantisme qui vise vraiment à ne pas voir et à ne pas laisser voir. Je vous ferai remarquer que nous n'avons à aucun moment utilisé cette formule de grand remplacement ou de remplacement. Il ne s'agit pas de ça. On n'est pas en train de donner la parole à Renaud Camus qui a le droit d'avoir pensé ce qu'il veut. Et bien sûr, ce qu'on redouterait, c'est qu'il y ait un remplacement. Et ce n'est pas ce que vous dites. Pour autant, on est du grand déni au grand renoncement. Grand déni, c'est clair, et les experts sont là pour le constater. Surtout, ne croyez pas ce que vous voyez, hein, c'est ça. Hein. Le réel est faux, voilà. Et le grand renoncement, on a une classe politique et des gouvernants qui ne sont pas à la hauteur et qui auraient pu prendre des mesures depuis le début, j'allais dire presque depuis 79, au moment les premiers symptômes, de régler de façon à ce qu'on puisse continuer à accueillir en permanence des gens qui viennent de l'étranger, des immigrés qui viennent vivre en France, pour qu'ils soient heureux d'y venir et que nous soyons heureux de vivre avec eux. C'est tout ce que nous souhaitons en tant que républicains. On ne demande pas autre chose. Et nous savons que nous avons besoin des étrangers. Il y a des secteurs en tension aujourd'hui dans l'hôtellerie et d'ailleurs. Il n'y aurait pas des étrangers, ça serait un chaos. C'est absolument pas ce qu'on dénonce. On dénonce l'incurie, l'irresponsabilité et la lâcheté d'une classe politique qui, de peur de se faire montrer du doigt par des médias de gauche ou des intellectuels de gauche, on va pas les nommer, ils se reconnaissent tous, eh bien, on n'a pas pris les mesures. Et à cause d'eux, les immigrés, les gens qui viennent vivre en France, peuvent être malheureux et provoquer effectivement des chaos sociaux qui pourraient aboutir, si on ne fait rien, à une guerre civile. Kevin d'Urquit, vous avez la parole. Kevin à Urquit, est-ce que la vie est belle ? Parce que je connais bien Urquit et j'aime beaucoup Urquit, comme vous pouvez l'imaginer, puisque je suis basque. Il y avait un très bon restaurant qui s'appelle la Galupe, pas loin, à Urt, exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, Kevin, votre impression sur l'immigration ? Voilà, mon impression, c'est que l'immigration, on fait rien pour assimiler les gens, et il y avait quelque chose qui marchait très bien, à mon avis, pour assimiler les gens, ça s'appelle le service militaire. Eh oui. Ça permettait d'un d'assimiler et de sortir les gens de leur monde à eux, et de les ouvrir sur ce qu'ils sont vraiment et leur donner une formation, etc. Très bonne observation, Kevin. On est bien d'accord, et beaucoup de militaires qui me disent évidemment il est impossible de le refaire, mais pour autant c'était un régulateur social et j'allais dire politique qui permettait de faire un point et de faire comprendre à des gamins qui étaient un petit peu sans repères et sans valeurs, et bien qu'il y avait en France un système qui leur donnait des repères et des valeurs. Nicolas Pouvron-Monti. Oui, tout à fait. Il y avait un ensemble de grandes institutions de l'intégration qui se sont trouvées affaiblies, voire même supprimées depuis les années 70. Le service militaire en était une, l'Église catholique en était une aussi pour les vagues précédentes d'immigration qui venaient pour beaucoup d'entre elles du monde catholique. Dans le champ politique, le Parti communiste, dans les classes ouvrières, a joué un rôle d'intégration très fort pour des immigrés et leurs enfants en leur proposant un récit qui n'était pas un récit anti-français, loin de là. Le discours du PCF, c'était celui du patriotisme républicain. Donc évidemment, tout ça s'est affaibli. La difficulté aujourd'hui, c'est aussi que l'immigration arrive dans un moment où la société française se trouve en état de fracturation endogène. Il y a un certain nombre de grandes instances de notre vie collective qui servaient à attirer les immigrés, par attirer, j'entends, à les attirer vers le modèle aspirationnel d'être français, et qui sont affaiblis. Et sur le point du service militaire, pour faire un lien avec le sujet de la nationalité, quand on parle du droit du sol, si le droit du sol a été instauré par la République, c'était précisément
pour qu'à 18 ans, les enfants d'étrangers soient conscrits, qu'ils soient dans le service militaire. Ça avait été instauré par la Révolution pour permettre aux immigrés, justement, de revenir en France. Alors, voilà. c'est ça, il y a eu ça, mais ensuite, après le Code civil, pendant la majeure partie du 19e siècle, il n'y avait pas de droit du sol, c'était ce qu'on appelait le droit du sang. Et dans les années 1880, l'objectif du droit du sol, c'était un objectif militaire, martial de conscription. La difficulté, c'est qu'on a perdu la conscription, mais on a gardé le droit du sol. Voilà. Valérie nous appelle de Marseille. Alors Marseille, évidemment, c'est le symbole du multiculturalisme à la française, la grande capitale du sud de la Provence, cette ville merveilleuse que j'aime d'amour. Et quand j'y vais, j'avoue, aujourd'hui, je fais allusion à François-Olivier Gisbert, qui est insoupçonnable de xénophobie, qui dit quand il va de chez lui, de la rue Sainte jusqu'à la gare Saint-Charles, un jour, il n'a jamais entendu parler français pendant la totalité du parcours et il le regrettait un peu. Toutes les langues et toutes les cultures ont leur place à Marseille, mais voilà, il ne faut pas qu'il y en ait une qui domine les autres. Valérie, vous habitez où à Marseille? À quel endroit? Oui, bonjour. J'habite dans le 10e, dans le sud-est. Dans le sud-est. Alors, comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien. Il y a des foyers, bien sûr, qui sont fermés, oui, et qui illustre une partie de l'échec de l'immigration, bien oui, sûr, parce que comme délit de faciès, il y a quand même une grande partie de jeunes dans ces foyers clos, délinquants, qui me semblent être issus de l'immigration, mais sinon beaucoup aussi de melting pot, de pot pourri dans la population marseillaise, et qui illustre aussi l'intégration. Voilà. Sûr, et qui a été réussi dans bien des cas, bien sûr. Voilà. Mais Marseille est le symbole des deux phénomènes. Intégration parfaitement réussie jusqu'à avoir une âme marseillaise qui est une âme cosmopolite. Je pense aux Arméniens, il y a eu les Juifs, il y a eu bien sûr... voilà. Et quand on allait à la Porte d'Aix autrefois, j'allais voir des amis d'origine maghrébine, algérienne, tunisienne, c'était formidable. Aujourd'hui, il y a des secteurs avec un peu plus de crispation, vous êtes d'accord? Il y a des arrondissements où l'État, on vous dit, l'État n'est plus là, quoi. C'est des territoires perdus. Oui, on pourrait débattre des heures là-dessus, mais ma question, en fait, sur ces chiffres que vous avez donnés, très intéressants, avec les idées qui commentaient ces chiffres-là, il manquerait, et si vous les avez, ça enrichirait le débat, selon moi, c'est 2 points. Quelle part parmi la population immigrée, celle qui possède une carte nationale d'identité, donc ceux qui sont français, citoyens français. Voilà, et celles qui n'en possèdent pas, qu'elle part dans ces 2 catégories d'immigrés, de délinquance et d'intégrisme. D'accord. Voilà, Donc, question directe. Ce sont des points qui font peur aux citoyens, et c'est des arguments de rejet principaux. Voilà. Merci Valérie, c'est la question que je voulais poser à Nicolas Pouvremonti. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent et je vous la pose effectivement, et je reprends ce que dit Valérie. Voilà, quel est le pourcentage dans ces ressortissants alors, qui pose problème? On a plutôt des données en sens inverse. C'est-à-dire qu'on a parmi le total des mises en cause ou des personnes incarcérées en France des données par nationalité. Et donc effectivement, ça gomme l'effet d'immigrés naturalisés ou parfois de descendants d'immigrés de 2e génération qui n'ont pas eu à acquérir la nationalité française parce qu'ils l'ont eu de manière automatique. On a aujourd'hui dans les prisons françaises environ un quart de détenus étrangers, ce qui est 3 fois plus que la part des étrangers dans la population générale. Et dans la population qui n'est pas de nationalité étrangère, il y a de toute évidence, mais je n'ai pas de données pour vous l'affirmer, une surreprésentation de Français binationaux et de Français d'ascendance immigrée récente. Mais là aussi, il y a des immigrations. Typiquement, les Algériens sont la nationalité écrouée la plus nombreuse en France. Ils sont plus nombreux à eux seuls que les étrangers écroués de tous les pays de l'Union européenne réunis. Éric Zemmour avait soulevé un tollé en insinuant, en considérant que la population carcérale était composée en majorité d'étrangers. En tout cas, si on parle des Algériens qui sont les plus nombreux des étrangers écroués, en 10 ans, le nombre d'Algériens écroués en France a doublé. Il a augmenté de 117%. Là où le nombre de Français écroués n'a augmenté que 13%. Ça, c'est factuel. Ça, c'est absolument factuel. Vous le tenez de l'administration pénitentiaire. Absolument. Et ça pose beaucoup de questions. Et donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qui me semblait aussi important d'aborder, parce que madame évoquait les foyers de jeunes. Valérie à Marseille. Valérie évoquait les foyers de jeunes à Marseille. Oui. Ça fait écho à un phénomène qui est en très forte croissance, qui est ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés, les MNA.
le nombre de MNA pris en charge en France a été multiplié par 5 en 10 ans, parce qu'on a un régime très attractif. C'est-à-dire que, d'abord, on est reconnu mineur très facilement. On peut refuser, par exemple, de faire un test osseux pour vérifier si on est majeur ou mineur. Test osseux, ça fait peur, c'est juste une radio du poignet. Oui, ça n'a rien de très intrusif. Et quand on est reconnu comme mineur non accompagné, sachant que le doute bénéficie toujours aux demandeurs, le statut change. On est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est un coût de 50 000 € par an et par mineur, avec l'ensemble des soins, de l'hébergement, de la nourriture. On a droit très vite à la nationalité française. Quand on est pris en charge depuis 3 ans en tant que MNA, on a le droit à la nationalité française. Donc c'est aussi une filière d'immigration nouvelle sur laquelle le politique a renoncé aux moyens de contrôle qu'il pourrait avoir. Nous n'avons pas tout dit sur ce sujet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Nicolas Pouvron-Monty, qui est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Immigration, mythes et réalités. Nous avons démonté 6 mensonges factuels. Je donne la dernière phrase de votre ouvrage. Bien sûr que vous dites en dernier score, il faut surtout pas baisser les bras. Et votre dernière phrase, c'est: il faut briser le grand déni, le grand renoncement, avant qu'il ne brise le pays. Merci Nicolas Pouvron-Monty d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, nous allons rejoindre maintenant Brigitte Lahaye. Nous, on se retrouve lundi. Et j'aurai pour invité Luc Ferry. Et je peux vous jurer que le Parlons Vrai va bien se porter. Nous n'aurons pas la langue dans notre poche. Merci, à bientôt et restez sur Sud Radio, tous et toutes. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio.